Le candida albicans, qu'est-ce que c'est? Quelles en sont les causes? Les facteurs de risque? Comment diagnostiquer une candidose? Quels sont ses symptômes? Et comment la traiter? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Je vous propose un résumé des différents points importants du livre du docteur Vincent Renaud, paru aux éditions Alpen, Candida albicans, le reconnaître, fatigue, surpoids, maux de ventre, les solutions naturelles pour le vaincre. Le lien pour découvrir en détail le livre dont je vous parle se trouve dans la description juste en dessous de cette vidéo. L'auteur, Vincent Renaud. Il est docteur en médecine, diplômé de la faculté de Paris et spécialiste en nutrition humaine, membre de l'Institut européen de physionutrition, praticien et enseignant en médecine fonctionnelle et micronutritionnelle à l'Institut européen de physionutrition et de phytothérapie, également diplômé en phytoaromathérapie. À propos du candida albicans, c'est un organisme vivant à l'état naturel dans les muqueuses de l'être humain. Il n'entraîne aucune maladie ou symptôme en particulier sous sa forme de levure. On le trouve habituellement dans les intestins. La candidose, une épidémie. Notre régime alimentaire actuel, trop riche en sucre et en produits industriels, a posé les bases de cette maladie qui touche de nombreuses personnes dans le monde. Les intestins. Nos intestins abritent 100 000 milliards de bactéries, soit 10 fois plus que le nombre de cellules dans le corps humain. Notre tube digestif est colonisé dès notre naissance par des milliards de bactéries. C'est une étape importante pour la constitution de notre microbiote. Le rôle du microbiote. La constitution du microbiote a une fonction capitale dans la prise en charge de cette pathologie. En effet, le maintien d'une bonne santé dépend en grande partie de l'équilibre de notre écosystème intestinal. La flore intestinale joue également un rôle fondamental dans le contrôle de notre système immunitaire. En effet, plus de 70% de nos cellules immunitaires se concentrent dans l'intestin. Candida albicans, de la levure à la moisissure. Le candida albicans est dimorphique, c'est-à-dire qu'il a la capacité de changer sa forme. Il existe donc sous la forme de levure ou de moisissure. La candidose apparaît lorsque l'équilibre de l'intestin est perturbé. C'est la dysbiose. Ce champignon opportuniste prend une forme mycélienne et devient alors pathogène. Cette transformation dans sa forme la plus virulente dépend de certaines conditions qui vont favoriser son développement et notamment la présence en quantité importante de sucre dans notre intestin et un pH acide. Candidose chronique. Il existe différentes familles de bactéries qui ont chacune une mission particulière. La famille de micro-organismes en charge de la digestion des sucres est appelée flore de fermentation ou flore saccharolytique. Celle qui est responsable de la digestion des protéines est quant à elle appelée flore de putréfaction. C'est lorsque la dysbiose est dite de fermentation que l'on parle de candidose chronique. Des cellules neurotoxiques. Les cellules du candida libèrent des toxines, dont certaines neurotoxiques, qui entraînent de nombreux symptômes dans tout l'organisme, comme par exemple l'ammoniac ou encore l'acide urique. Le candida, sous sa forme mycélienne, peut migrer dans le corps et se propager vers d'autres organes. Une infestation peut donc se manifester aussi bien dans le tractus gastro-intestinal que dans les régions génitales. L'hyperperméabilité intestinale. Ces troubles sont fréquemment présents lors d'une prolifération de candida. Les mycotoxines sécrétées par les cellules du candida ont la capacité de détruire les jonctions serrées des cellules de l'intestin, ce qui entraîne l'étanchéité de la barrière intestinale. Or, cette barrière intestinale est très importante car elle agit comme une frontière qui empêche les fragments d'aliments et autres substances de pénétrer dans la circulation sanguine. Lorsque ce revêtement intestinal devient poreux, il laisse passer des aliments non digérés dans le sang. Ceux-ci sont reconnus comme des substances étrangères par le système immunitaire qui déclenche alors une réaction contre cette agression. Ceci fait le lit des intolérances alimentaires et autres maladies auto-immunes telles que la maladie de Crohn, la fatigue chronique ou encore l'arthrite rhumatoïde. Processus de guérison. Pour guérir de cette infection, il est nécessaire de mettre en place une hygiène de vie saine pour neutraliser la source de sa prolifération dans l'intestin. Ainsi, il sera obligatoire de suivre un régime alimentaire. Celui-ci sera accompagné par la prise de probiotiques
tout en soutenant le système immunitaire, dans le but de rétablir l'équilibre du microbiote. Lorsque l'on met en place un protocole destiné à traiter l'infection, les cellules du candidat qui meurent relarguent ces toxines accumulées. La destruction des levures entraîne une réaction connue sous le nom de die-off. À ce moment-là, les symptômes vont avoir tendance à s'intensifier avant de diminuer. Le processus de guérison est d'autant plus long que la maladie a été diagnostiquée après de trop nombreuses années. La convalescence peut être longue et la guérison nécessite beaucoup de rigueur et de patience. Les causes de la prolifération du candida albicans. Il est important de comprendre les causes du développement du candida pour pouvoir stopper sa prolifération. Les facteurs de risque. Dans un premier temps, il s'agit d'identifier les facteurs de risque. En numéro 1, l'alimentation. Une alimentation riche en sucre et sucre raffiné favorise la prolifération du candida. Par exemple, le pain, les pizzas, les pâtisseries ou encore les viennoiseries. En ce qui concerne les fruits, privilégiez ceux à faible charge glucidique, comme par exemple les fruits rouges, la pastèque ou encore les baies. Évitez également les aliments qui contiennent des levures, comme par exemple le pain, l'alcool, les fromages comme le morbier ou le roquefort, et les aliments séchés comme la viande ou le poisson. Pourquoi le candida aime-t-il le sucre ? L'hydrate de carbone est la source d'énergie des levures, comme le candida. Elles en ont besoin pour se développer et construire de nouvelles parois cellulaires, qui sont constituées pour 80% de glucides. Il existe différentes formes de glucides, le glucose, le fructose et le saccharose. Le candida utilise une enzyme nécessaire pour assimiler le glucose et, par un processus de fermentation, va le transformer en énergie. Cette réaction libère des dérivés de l'alcool. Ces métabolites, issus de la réaction chimique, sont absorbés par les cellules de l'intestin. On les retrouve ensuite dans les urines. Il est possible de doser ces métabolites urinaires pour diagnostiquer une candidose. Les aliments industriels. L'alimentation moderne est remplie de sucre caché. L'ajout de sucre est presque systématique dans les aliments industriels, ceci en vue d'en augmenter leur consommation. En effet, le sucre, tout comme les graisses saturées, sont des exhausteurs de goût. Une dépendance au sucre peut alors se développer. La consommation de sucre peut entraîner les mêmes réactions neurochimiques dans le cerveau que lors de la prise de morphine ou de nicotine. Deuxième facteur de risque qui favorise l'apparition du candida albicans, les antibiotiques. C'est la deuxième cause la plus fréquente en ce qui concerne la candidose. La prise d'antibiotiques, et également ceux à large spectre, va tuer les bactéries pathogènes responsables de nos problèmes de santé. Mais ils vont aussi détruire l'ensemble des bonnes bactéries de l'intestin, celles qui empêchent le candida de se propager vers d'autres organes du corps. Dans cet environnement, le candida peut alors se développer rapidement. Il va modifier le pH de nos intestins et enclencher la transformation de la levure sous sa forme fongique pathogène. Dès lors, le candida peut se multiplier, envahir la flore intestinale, affaiblir le système immunitaire et libérer des sous-produits toxiques dans la circulation sanguine. Les solutions. Prendre des probiotiques le plus tôt possible, le mieux serait de débuter avant le traitement antibiotique, et consommer régulièrement des boissons fermentées comme le kéfir. L'objectif est de remplacer les bonnes bactéries de l'intestin au fur et à mesure que l'antibiotique les tue. Troisième facteur de risque favorisant l'apparition d'une candidose, le stress. Facteur négligé mais une cause majeure de candidose chronique. En effet, le stress physique ou psychique modifie la constitution physiologique de notre corps. Les deux changements qui favorisent le candida. Un taux de sucre sanguin élevé et un système immunitaire affaibli. Tous deux ont la même cause, le cortisol. Le cortisol, hormone du stress. Le cortisol est initialement produit par les glandes surrénales. Sa production déclenche un processus au niveau du foie qui transforme les acides aminés et le glycérol en glucose. Ce dernier est libéré par le foie dans la circulation sanguine, ce qui augmente directement le taux de sucre dans le sang. Le but biologique est de pouvoir fournir une ressource d'énergie immédiatement utilisable par les muscles, dans le but de répondre à tout danger physique imminent. D'autre part, le cortisol limite la production d'insuline, qui est l'hormone qui permet de stocker le glucose dans les tissus sous forme de glycogène.
Le cortisol inhibe l'activité des globules blancs, les lymphocytes. Or, ceux-ci jouent un rôle central dans le système immunitaire, qui se trouve alors affaibli. L'organisme devient donc plus vulnérable à une infection par le candida. Les techniques de gestion du stress. L'auteur en propose 6. Un sommeil en quantité suffisante et de qualité, la pratique de massage, la cohérence cardiaque, une activité physique relaxante comme le yoga ou le pilate, l'aromathérapie avec par exemple l'huile essentielle de marjolaine à coquille ou de lavandin et la gestion de son temps de travail. 4e facteur de risque qui favorise l'apparition d'un candida albicans, la pilule contraceptive. L'œstrogène contenu dans la pilule contraceptive stimule la production de glycogène dans le vagin. Or, celui-ci est une nourriture idéale pour les cellules de levure de candida, qui aura alors tout loisir de proliférer dans cet environnement. 5e facteur de risque qui favorise l'apparition d'une candidose, le diabète. En cas de diabète, le niveau de sucre dans le sang est élevé et le système immunitaire est affaibli. Ces 2 raisons font que les personnes atteintes de diabète sont plus susceptibles de développer une infection au candida, avec un risque majoré pour le diabète de type 1 par rapport au diabète de type 2. 6e facteur de risque favorisant l'apparition d'une candidose, le pH intestinal. La levure candida se développe mieux en terrain acide. C'est la raison pour laquelle il est présent, surtout dans les parties du tube digestif où le pH est entre 6 et 7. Il est donc plus précisément au niveau du côlon droit, ascendant, zone où se situe la flore de fermentation. En clair, la zone de digestion des sucres. Toutefois, pour s'assurer un développement optimal, le candida a besoin de passer d'un terrain acide à un environnement plus neutre, voire légèrement alcalin. Le rôle de l'ammoniac. Pour ce faire, le candida va décomposer les nutriments dans l'intestin et libérer un gaz alcalin, l'ammoniac. Celui-ci rehausse le pH autour de la cellule et permet au candida de prendre sa forme fongique pathogène. Un pH différent selon la forme du candida albicans. La forme levure, moins virulente, se développe mieux dans un pH acide de 4. La forme fongique, moins issure, nécessite un pH neutre, voire un peu alcalin. Que faire ? Maintenir l'acidité dans l'intestin pour empêcher la levure de prendre sa forme fongique et adopter un régime alimentaire faible en sucre pour inverser l'infestation du candida. Prévenir la transformation de la levure vers sa forme la plus virulente est l'une des clés du traitement. Et enfin, numéro 7, dernier facteur de risque favorisant l'apparition d'une candidose, les infections chroniques. Un organisme fragilisé avec un système immunitaire affaibli sera la cible de nombreuses agressions qui laisseront le champ libre au développement du candida. Dans cette seconde partie, je vous propose de voir ensemble comment faire le diagnostic d'une prolifération de candida albicans. Les symptômes d'une prolifération. Ils sont souvent difficiles à identifier. Pour reconnaître une infection de candida, il est important de faire le point sur sa situation. Un déséquilibre de la flore intestinale peut affecter des personnes de différentes façons, en fonction de notre physiologie individuelle, de notre alimentation et de nos éventuels problèmes de santé. Je vous propose de voir en détail 8 symptômes qui indiquent une infection au candida albicans. En numéro 1, des infections à levure à répétition. C'est le signe le plus évident d'une atteinte par le candida. Cela signifie que même lorsque l'on traite une infection, le candida, qui a la capacité de migrer, va atteindre ensuite d'autres endroits dans le corps. Principaux symptômes. Taches blanches sur la langue fissurée, zone rouge aux commissures des lèvres. Au niveau vaginal, douleur, démangeaison, écoulement blanchâtre et indolore. Au niveau des ongles, douleur et gonflement autour des ongles jaunis et cassants. Deuxième symptôme d'une prolifération du candida albicans, les troubles neurologiques. La prolifération candidosique peut avoir des répercussions sur la santé mentale, du manque d'entrain jusqu'à la dépression. Ces symptômes sont souvent causés par une neurotoxine, l'acétaldéhyde. C'est un sous-produit du candida albicans. Lors de la phase de prolifération du candida, le foie est surchargé par toutes les toxines qui sont libérées dans la circulation sanguine. C'est pourquoi, dans le processus anticandidose, il est si important de mettre en place un protocole de désintoxication du foie
pour soutenir son action et l'aider à éliminer ses toxines. Les principaux symptômes: sensation d'être dans le brouillard, troubles de la mémoire, manque de concentration, vertige, mauvaise coordination, dépression, attaque de panique, anxiété, faible libido, fatigue ou encore insomnie. Troisième symptôme, signe d'une prolifération du candidat albicans, des problèmes digestifs. Une alimentation riche en sucre et ou la prise d'antibiotiques ont un impact sur l'équilibre de la flore intestinale. En plus d'affaiblir le système immunitaire, cela affecte la manière dont le corps digère les aliments. Les bonnes bactéries présentes dans le système digestif ont un rôle essentiel. Elles sont responsables de la digestion et de l'utilisation de l'amidon, des fibres et de certains sucres. Le processus d'infestation de la flore par le candida entraîne un dysfonctionnement de l'intestin ainsi qu'une hyperperméabilité intestinale. La forme micellaire du candida diffuse alors ses mycotoxines à travers la paroi intestinale. Le système immunitaire n'identifie pas ces substances étrangères et met en place une réaction qui peut déclencher des intolérances alimentaires. Les principaux symptômes: diarrhée, flatulence, prise de poids, crampes d'estomac, constipation, gonflement au niveau du ventre, reflux acide ou encore prurite anale, démangeaison. Quatrième symptôme pouvant indiquer une prolifération du candida albicans, des problèmes respiratoires. Une étude parue dans la revue Science en 2008 fait le lien entre propagation candidosique et asthme. Dans ce cas, la forme pathogène du candida se comporte comme un micro-organisme qui parasite le fonctionnement de l'organisme. Ceci entraîne des manifestations diverses. Les principaux symptômes: asthme, rhinite et conjonctivite, sinusite, toux persistante ou encore mal de gorge. Cinquième symptôme pouvant indiquer une prolifération du candida albicans, les allergies. Le candida peut causer ou aggraver les allergies, et ceci de deux façons. À cause de la perméabilité intestinale, des fragments d'aliments pénètrent dans la circulation sanguine, ce qui déclenche des réactions d'hypersensibilité digestive, ou à cause des problèmes respiratoires qu'il engendre et qui aggravent les symptômes des maladies comme l'asthme. Les principaux symptômes: hypersensibilité alimentaire, asthme lié à l'allergie, sensibilité aux parfums et produits cosmétiques, réaction allergique au contact de certains métaux. Sixième symptôme pouvant indiquer une candidose, une dysfonction immunitaire. En cas de prolifération candidosique, le foie est surchargé de sous-produits toxiques libérés par le candida. Ce sont entre autres l'acétaldéhyde, l'ammoniac et l'éthanol. Cela entraîne un déséquilibre du microbiote qui va perturber le système immunitaire. On devient alors plus sensible aux infections hivernales, aux troubles cutanés de type acné ou encore herpès. Les principaux symptômes: rhume et infections virales fréquents, toux chronique, infection des voies urinaires, otite, angine, pharyngite ou encore infection cutanée de type abcès, herpès ou encore mycose. Septième symptôme pouvant indiquer une prolifération du candida albicans, des douleurs. Différents types de douleurs non spécifiques peuvent être liés à une prolifération du candida. Par exemple, des maux de tête récurrents peuvent se produire lorsqu'un sous-produit neurotoxique, comme l'acétaldéhyde, atteint le cerveau. L'infection par le candida peut également provoquer des douleurs musculaires et articulaires. Ceci lorsque des mycotoxines s'accumulent dans les différents tissus conjonctifs de l'organisme. Les principaux symptômes: maux de tête, sensibilité à la lumière, douleurs articulaires, souvent confondues avec l'arthrite, douleurs musculaires, myalgie et crampes, ou encore tendinite. Et enfin, huitième et dernier symptôme pouvant indiquer une candidose, des troubles métaboliques. L'infection par le candida est la plupart du temps le reflet d'une alimentation riche en produits sucrés. Elle peut donc s'accompagner d'une prise de poids, souvent située au niveau abdominal. Ces pulsions sucrées ont différentes origines. En numéro 1, une hypoglycémie. Le sucre alimentaire est alors détourné par le candida qui y puise son principal carburant.
au détriment du cerveau qui part en recherche pour continuer son bon fonctionnement. En numéro 2, un déclin de la dopamine et de la sérotonine, deux neuromédiateurs engagés dans la régulation des émotions. Le candidat agit comme un perturbateur endocrinien. En cela, il abaisse le taux de sérotonine, l'hormone du bien-être, ce qui entraîne des envies de sucre, dans le but d'apaiser le stress. De plus, le déficit en dopamine, hormone de l'action, engendre un état de fatigue chronique qui pousse l'organisme à se tourner vers des aliments doudous, le plus souvent sucrés. Et en numéro 3, un hyperinsulinisme. La production d'insuline, hormone de stockage de l'énergie, se trouve modifiée par l'augmentation de la graisse abdominale. L'hormone ne remplit alors plus sa fonction de stockage de l'énergie et le pancréas va produire de moins en moins d'insuline. Cela entraîne une hypoglycémie fonctionnelle avec de la fatigue et une envie de sucre irrésistible qui engendre une prise de poids progressive. Voyons maintenant les différents profils candidosiques. Il existe plusieurs profils d'individus atteints de candidose chronique. Un questionnaire détaillé permet de faire ressortir un tableau dominant. Voici les 3 profils candidosiques principaux. Profil déficit en sérotonine, qui concerne surtout les personnes stressées. Le profil dysbiose, qui concerne surtout les patients atteints de troubles digestifs. Et le profil métabolique, qui est représentatif des patients souffrant de surpoids chronique, avec souvent une résistance à la perte de poids. Quels sont les moyens de diagnostiquer une candidose ? Même si le diagnostic est avant tout clinique, il existe des techniques permettant le diagnostic du candidat. Il existe le test de la salive. Il s'agit de cracher dans un verre d'eau le matin au réveil et d'observer après quelques minutes si des filaments apparaissent. Facile à réaliser, ce test n'a cependant aucune valeur. En biologie, il y a l'examen des selles ou coproculture à réaliser dans un laboratoire spécialisé. Il permet d'examiner l'équilibre de la flore intestinale. Il y a également l'examen des urines qui permet de doser les métabolites organiques urinaires ou MOU, M-O-U. Seuls les dosages de marqueurs très spécifiques permettent de confirmer la candidose chronique. Par exemple, la présence de D-arabinitol, un sucre de l'alcool uniquement produit par le candidat, présent en cas de candidose aiguë, de tartarate, marqueur d'une candidose chronique, et de citramalate. Enfin, en biologie, il y a aussi l'examen sanguin. Les bilans sanguins conventionnels, qui comprennent NFS, glycémie ou encore cholestérol, n'ont pas la possibilité de faire le diagnostic de candidose. Seuls quelques marqueurs biologiques, notamment ceux de l'inflammation, tels que la protéine C réactive ou ceux qui traduisent un défaut d'assimilation, comme par exemple de fer, de zinc ou encore de vitamines, etc., peuvent être pris en compte en cas de mise en place d'une supplémentation micronutritionnelle d'accompagnement. Le seul dosage qui peut être utile au diagnostic du candidat est celui de la sérotonine anti-candida ou Candia 5. C'est un test non spécifique qui permet de savoir si l'on a été en contact avec le candidat. Toutefois, il ne peut pas établir avec certitude le stade de l'infection. Il peut être intéressant également de procéder à un typage lymphocytaire avec bilan de l'état immunitaire, de manière à pouvoir, si besoin, mettre en place un protocole pour soutenir la fonction immunitaire. Il existe aussi le test d'intolérance alimentaire. Il s'agit d'une prise de sang à effectuer pour confirmer un éventuel trouble de la perméabilité intestinale. Il dose notamment les IgG alimentaires, anticorps présents dans le sang, permettant de lutter contre la présence d'un élément étranger à l'organisme, tel que les bactéries, un virus ou des protéines diverses, dans le but d'évaluer la présence ou non d'un dysfonctionnement du système immunitaire face à certains aliments. Un taux anormalement élevé de IgG traduit un intestin poreux ou leaky gut syndrome, à inclure dans le cadre du traitement contre la candidose. Cet examen sanguin n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Nous allons voir maintenant en détail le programme anti-candidat proposé par l'auteur de ce livre, le docteur Vincent Renaud. Voici quelques pistes pour aider l'organisme à inhiber le candidat. Éviter tout ce qui favorise sa surcroissance. Pilules contraceptives, hormones de substitution, médicaments à base de stéroïdes comme la cortisone ou encore antibiotiques. Gérer son stress, cela permet de contrôler son acidité et de lutter contre les co-infections. Prendre régulièrement des antifongiques naturels, sauf pour les femmes enceintes ou allaitantes. Il existe par exemple l'acide caprylique, c'est un extrait du cocotier
Il faut privilégier la forme de capsule gastro-résistante pour qu'il soit bien absorbé par le bas des intestins. Il est recommandé en remplacement d'antifongiques médicamenteux comme la nystatine, produite à partir de levure. En numéro 2, l'acide indécyclénique, extrait de la graine de ricin qui sert à produire le calcium indécyclénate. Il a une action similaire à l'acide caprylique, en plus puissant. Là encore, choisir des capsules gastro-résistantes. En numéro 3, l'ail, puissant antibactérien, très efficace contre les levures et le mycélium. En numéro 4, la berbérine, antifongique, à large spectre contre les bactéries protozoaires, levures et mycélium. Elle favorise le repeuplement des intestins par les bonnes bactéries. Efficace dans le traitement du diabète de type 2, en améliorant la sensibilité à l'insuline et facilitant le transport du glucose dans les cellules. En numéro 5, la chlorophylle magnésienne, principal pigment assimilateur de végétaux photosynthétiques. La chlorophylle, pigment du vert des feuilles, ressemble à l'hémoglobine du sang. Elle améliore l'oxygénation cellulaire, agit sur la dysbiose et freine le développement des candidoses digestives. En numéro 6, l'échinacée, plante originaire d'Amérique du Sud, ayant les mêmes bénéfices que la berbérine. Puissant antifongique, elle renforce le système immunitaire. En numéro 7, l'origan, puissant antifongique, à prendre en gélules gastro-résistantes. En numéro 8, l'aloe vera. Son jus est un puissant antifongique. Il améliore l'équilibre acido-basique. Prendre 1 à 2 cuillères à soupe de jus d'aloe vera dilué dans un verre d'eau chaque jour. En numéro 9, l'huile essentielle d'arbre à thé. En numéro 10, la camomille, qui contient des agents antifongiques, à consommer sous forme de thé ou de tisane. En numéro 11, les tanates, extraits des plantes, puissants antifongiques. En numéro 12, la biotine, également appelée vitamine B8. Elle est produite par les bonnes bactéries de l'intestin. C'est un nutriment essentiel pour combattre l'activité du candida. Elle inhibe la transition du candida sous sa forme agressive. En numéro 13, l'extrait de pépins de pamplemousse, antibactérien et antifongique. Et enfin, numéro 14, l'huile d'olive. Elle a une action similaire à la biotine. C'est un acide oléique, acide gras monoinsaturé oméga 9. Privilégiez une huile vierge, pressée à froid et biologique. Quels sont les traitements dans le cas d'une candidose? En numéro 1, l'irrigation du côlon. Cette technique consiste à introduire de l'eau dans les intestins pour éliminer les débris et substances accrochées aux parois du côlon et faciliter l'élimination des toxines. En numéro 2, les antifongiques médicamenteux. Il en existe 3. On a tout d'abord la nystatine, médicament utilisé pour traiter les mycoses et champignons. Cependant, il n'atteint pas toujours le candida. De plus, des intestins poreux peuvent laisser passer la substance dans le sang, ce qui entraîne des effets secondaires indésirables. Il y a également le triflucan ou fluconazole. En plus d'un coût élevé, il est nécessaire de poursuivre le traitement sur le long terme pour qu'il soit efficace. Et enfin le nizoral ou kétoconazole. Attention, il cause des lésions au foie à cause de la porosité des intestins. En conclusion, la prise de ces médicaments n'est pas nécessaire, les cas de rechute étant fréquents. Leur utilisation ne remplace en aucun cas le programme anti-candida. De plus, ces médicaments aggravent l'état de la flore intestinale et affaiblissent le système immunitaire. Pour traiter la candidose, il y a également les prébiotiques. Ce sont des aliments non digestibles. Ils favorisent la croissance ou l'activité des bactéries intestinales bénéfiques à notre santé. Un régime alimentaire déséquilibré perturbe le fonctionnement des bactéries. La nourriture que l'on donne à notre microbiote influence considérablement son fonctionnement. Les bonnes bactéries jouent un rôle essentiel sur notre santé. Elles aident à la production de certaines vitamines, à la détoxification des intestins, elles inhibent les bactéries indésirables et les levures, et apportent un carburant pour la flore intestinale résidente. Il y a également les probiotiques pour aider à guérir du candida albicans. En effet, il est très important de repeupler les intestins avec de bonnes bactéries, comme par exemple les L. acidophilus et Bifidobacterium. La prise de probiotiques doit être inclue dans le traitement contre le candida. La source la plus efficace connue à ce jour est le Lactobacillus helveticus, qui a une action anticandidosique spécifique. Voici quelques conseils pour bien choisir les probiotiques.
Ils doivent contenir pas moins d'1 milliard de bactéries par gramme, nombre garanti au moment de l'achat, et non de la production. Les bactéries doivent être actives et viables, c'est-à-dire capables de se multiplier pour former des colonies. Et enfin, privilégier la forme sous capsule gastro-résistante. La prise de probiotiques est d'autant plus importante qu'elle permet d'aider l'élimination des toxines relâchées par le candidat quand il est détruit. Voici quelques conseils pour soigner la perméabilité intestinale. En parallèle des prises de pré et de probiotiques, il est très important de prendre soin de la muqueuse des intestins fragilisée par le candidat. Il est primordial de réduire la porosité intestinale pour faciliter l'adhésion des bactéries amies aux parois de l'intestin et réduire la charge qui pèse sur le système immunitaire. Voici donc quelques produits qui permettent de réduire la porosité intestinale. En numéro 1, la L-glutamine, un acide aminé qui améliore les capacités de guérison des membranes muqueuses abîmées. En numéro 2, le curcuma, riche en curcumine, anti-inflammatoire naturel, antioxydant et protecteur hépatique. Et en numéro 3, l'acide butyrique, produit normalement par les bactéries amies. On le trouve dans l'huile de coco et l'huile d'olive. Il favorise la réparation des muqueuses. En ce qui concerne la détoxification et le soutien du foie, les toxines qui viennent d'une dysbiose des intestins sont appelées endotoxines. Le foie est le principal rempart contre elles. Sa fonction est de les éliminer du sang. En cas de déséquilibre de la flore intestinale, le foie peut rapidement se trouver surchargé. Il existe différentes solutions permettant de soutenir le fonctionnement du foie. Je vous propose quelques plantes. En numéro 1, le chardon-marie, une des substances les plus puissantes pour aider le foie. En numéro 2, le romarin, une plante hépatoprotectrice connue pour ses propriétés détoxifiantes. En numéro 3, le radis noir, qui permet une meilleure élimination des mycotoxines grâce à son action drainante et détoxifiante. Et en numéro 4, l'artichaut, puissant draineur hépatique et rénal. Ces feuilles sont utilisées en phytothérapie pour faciliter l'élimination des toxines et protéger le foie. Le renforcement du système immunitaire. Autre point essentiel du programme anti-candidat, la prise de nutriments pour renforcer son système immunitaire. Voici quelques supplémentations nutritionnelles qui peuvent être mises en place lors d'un protocole de guérison. En numéro 1, la vitamine C, hydrosoluble, c'est-à-dire soluble dans l'eau. Essentielle au système immunitaire quand il est soumis à un stress. L'organisme ne la stocke pas. Un apport constant est donc nécessaire. En numéro 2, les vitamines du groupe B, des alliés essentiels du système immunitaire. Elles interviennent à tous les niveaux de défense. En numéro 3, la vitamine D, liposoluble, c'est-à-dire soluble dans les graisses ou lipides. On la trouve dans l'alimentation, mais elle est également synthétisée par l'organisme humain sous l'action des rayons du soleil. Elle intervient dans l'absorption du calcium et du phosphore au niveau intestinal et dans leur réabsorption au niveau rénal. La vitamine D a un rôle clé dans la réponse immunitaire. Et en numéro 4, les minéraux, le zinc, magnésium et sélénium, qui sont recommandés en cas de système immunitaire affaibli. Quelles sont les plantes qui boostent le système immunitaire ? Phytothérapie et aromathérapie sont des alliés de choix dans le renforcement des défenses immunitaires. On retrouve par exemple l'échinacée, le ginseng, la propolis, le titri ou encore le ravinsara. Il est important de faire le plein de fruits et légumes, sources de vitamines, minéraux et polyphénols. Candidose et alimentation. Une alimentation antifongique. Il s'agit de mettre en place de bonnes habitudes alimentaires. Le but de cette alimentation est de priver le candidat de sa nourriture principale, c'est-à-dire le sucre. Complémentation nutritionnelle. Il peut être utile de prendre des enzymes digestives d'origine végétale pour aider à digérer la nourriture, notamment dans le cadre d'intolérances alimentaires. Préférez les enzymes à large spectre. Quels sont les aliments à supprimer en cas de candidose ? Tous les aliments qui contiennent des levures et leurs dérivés. Les réintroduire petit à petit, un par un, par la suite, et noter les éventuels symptômes. On évitera par exemple les champignons, la sauce soja, le thé noir, les soupes préparées, le fromage, les fruits secs,
les produits maltés, le glutamate monosodique, les vinaigres, la choucroute ou encore les boissons fermentées. À noter, chacun réagissant différemment, n'hésitez pas à tester vos propres réactions face à ces divers aliments. On évitera également les antibiotiques. Les aliments riches en sucre, cela concerne tous les sucres car ils favorisent la prolifération du candida. On évitera aussi les céréales raffinées, contenues dans les pains, pâtisseries, biscuits et gâteaux. À noter, les céréales complètes sont à inclure dans le régime, comme les farines intégrales. À choisir bio. On évitera les aliments transformés, industriels, mais aussi le lait et de la même manière son sucre, le lactose. À noter, une exception peut se faire en ce qui concerne les yaourts, à choisir nature. Ils contiennent des probiotiques qui inhibent le candida et favorisent l'équilibre de la flore intestinale. On évitera également la viande et le poisson fumé, les saucisses, le corned beef, mais aussi les noix, sauf celles qui sont en coque. Ce sont des aimants à moisissure. Quelles sont les bonnes habitudes alimentaires à mettre en place en cas de candida albicans? Voici quelques éléments de base à adopter. Tout d'abord, il est important d'apporter beaucoup de fibres dans son alimentation. Ensuite, on mange 3 à 4 repas par jour. On ne saute pas de repas dans l'idéal, sauf si on se sent mal. On prend le temps de manger dans le calme. On prend le temps de bien mâcher, surtout les hydrates de carbone, c'est-à-dire les féculents. C'est indispensable pour pouvoir bien digérer, car le système digestif a besoin d'enzymes présents dans la salive pour permettre de casser leur chaîne moléculaire. On évite de trop boire pendant les repas. On choisit des viandes, volailles et œufs provenant d'une source qui n'utilise pas d'antibiotiques ni de substances hormonales données aux animaux. On privilégie le bio et les poissons sauvages. On choisit des légumes frais et bio. On préfère une cuisson douce, à la vapeur par exemple, de façon à conserver au maximum les nutriments. En ce qui concerne la vapeur douce, j'avais réalisé plusieurs vidéos dans lesquelles je vous présentais le vitaliseur de Marion ainsi que différentes préparations. Vous pouvez les découvrir en cliquant en haut à droite de cette vidéo et je mettrai également le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Et si vous souhaitez acquérir un vitaliseur, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse suivante neonaturo@gmail.com pour pouvoir profiter d'un code promo pour l'achat du vitaliseur. On continue avec les bonnes habitudes alimentaires à suivre en cas de candidose. On mange des protéines animales et végétales, légumineuses, céréales, graines, chaque jour. Au niveau des fruits, on ne les réintroduit qu'après 3 semaines de régime anti-candida. On évite ceux trop riches en fructose, comme la pomme, le raisin ou encore le melon. Et enfin, en ce qui concerne l'hydratation, on boit idéalement de l'eau du robinet filtrée, par exemple avec un filtre à charbon. Et on évite les eaux gazeuses. Au niveau de la réintroduction des aliments, au bout de quelques semaines, vous sentirez une amélioration de votre état général. Vous pourrez alors réintroduire petit à petit certains aliments, tout en prenant soin de rester à l'écoute de votre corps et de ses symptômes. Dans tous les cas, le régime de base devra être observé pendant une durée minimum de 6 mois. Une bonne hygiène de vie et un environnement sain. Parallèlement au régime alimentaire, l'influence de l'environnement est très importante dans le processus de guérison. Voici donc quelques règles simples à suivre. On évite les endroits humides, ceux où il y a de la moisissure ou de la pourriture. On s'expose à la lumière. Passer au moins 30 minutes par jour en extérieur. Cela soutient le système immunitaire. On fait de l'exercice physique régulièrement pour stimuler la respiration et la circulation sanguine. Et enfin, on gère le stress, car celui-ci affaiblit le système immunitaire. Essayez différentes méthodes de gestion du stress, comme le yoga ou la méditation. Et enfin, je vous propose les conseils de l'auteur sur le choix des aliments anti-candida. Voici une liste qui inclut les aliments qui aident à éliminer de l'organisme les sous-produits toxiques du candida. Les aliments antifongiques. Par exemple, brocoli, chou de Bruxelles, piment, cannelle, huile de coco, farine de noix de coco, ail, huile d'olive, curcuma, origan, oignon ou encore graines de courge. Quelques exemples d'aliments pro et prébiotiques. Artichaut, ail, kéfir, choucroute, asperges, topinambour, salade de pissenlit ou encore yaourt nature. Quelques exemples d'aliments détoxifiants. Le vinaigre de cidre, le poivre de Cayenne,
le jus de citron, le gingembre, le radis noir ou encore l'artichaut. Les indispensables en cuisine, le bicarbonate de soude, la farine de sarrasin, le lait de coco ou encore les œufs. Les ingrédients pour la sauce salade. Vinaigre de cidre, citron, huile d'olive, poivre noir ou encore sel de mer. Quels sont les aliments autorisés en cas de candidose? Au niveau des légumes, aubergines, endives, olives, radis, salade romaine, algues brutes, épinards, navets, châtaignes ou encore chicorée. Au niveau des fruits, avocats, fruits rouges, baies, noix de coco ou encore citron. En ce qui concerne les féculents, sarrasin, millet, quinoa, riz brun. Au niveau des protéines, poulet, agneau, dinde, œuf, mouton, bœuf, anchois, saumon ou encore sardines. Au niveau des produits laitiers, yaourt nature, kéfir, beurre de baratte. En ce qui concerne les oléagineux et graines, amandes, noisettes, noix, noix de pécan, noix de macadamia ou encore noix du Brésil. Du côté des épices, basilic, poivre noir, coriandre, cumin, noix de muscade, thym, estragon, curcuma, romarin, gingembre, curry et paprika. Et enfin, en ce qui concerne les huiles, huile de coco, huile d'olive, huile de sésame ou encore huile de lin. Et enfin, on termine avec les aliments interdits en cas de candidose. Au niveau des légumes, haricots, betteraves, carottes, panais, pommes de terre, patates douces, courges, ignames ou encore pois. Au niveau des féculents, orge, blé, seigle, avoine, pain blanc, riz blanc, pâtes. Viande et poissons, on évite charcuterie, gros poissons ou encore le porc. On limite le sucre, miel, fructose, chocolat, sirop d'agave, lactose, mélasse, sirop de riz, édulcorant, sucre de table. Au niveau des alcools, on évite le vin, la bière, le cidre, les cocktails ou encore les spiritueux. Et enfin, au niveau des produits laitiers, on évite le lait et le fromage. Important, toutes ces recommandations sont adaptées selon votre profil candidosique et vos éventuelles intolérances personnelles. J'espère que cette vidéo sur les différents points importants du livre du docteur Vincent Renaud, candidat à Albican, les solutions naturelles pour le vaincre, vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez trouver le lien pour découvrir ce livre dans la description juste en dessous de cette vidéo. Je vous invite à partager dans les commentaires votre expérience avec le candidat Albican. Quels sont vos symptômes? Quels sont les compléments que vous prenez? Quelle est votre alimentation? Comment l'avez-vous éradiqué? N'hésitez pas à partager vos astuces. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo à toutes les personnes que cela peut aider et intéresser. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous.